Salut, dans cette vidéo, nous allons parler d'une affaire judiciaire qui a secoué les États-Unis, notamment la population new-yorkaise, car c'est là où se déroule l'affaire dans la fin des années 80 et par la suite dans le début des années 2000, l'affaire de la joggeuse ou des 5 de Central Park. Je vais commencer par contextualiser l'ambiance dans laquelle se passe l'affaire à ce moment-là. Nous sommes en 1989 à New York, avec l'arrivée du crack depuis quelques années. Le taux de criminalité et d'homicide a augmenté. De plus, il y a énormément de tensions raciales dues à des manifestations par rapport à des affaires judiciaires. Dans les beaux quartiers, en parallèle, New York a instauré la culture de l'argent. On peut notamment citer le quartier de Wall Street. Voilà, maintenant que c'est contextualisé, on va passer aux faits. Nous sommes le 19 avril 1989, c'est les vacances dans la côte est des États-Unis et des jeunes décident de se retrouver en bas des tours. Je marquerai ici si je prononce mal de toute façon. Chambour Plaza pour sortir ensemble. Kevin Richardson et Raymond Santana font partie de ces jeunes. Le père de Raymond, ayant peur pour son fils, lui conseille d'aller à Central Park, qui est un quartier plutôt tranquille. Par la suite, il retrouve Corey White qui était en train de manger au KFC avec sa copine. Très vite, il se mêle à un groupe d'une trentaine de jeunes descendant Central Park et s'en prenant à des coureurs et des cyclistes, dont Trisha Meili, qui sera agressée, violée et battue entre 21h et 21h15. Elle sera retrouvée à 21h30 par Vinicio Moore, qui est un employé de construction, et Carlos Calo, il me semble, qui est un soudeur. Elle est retrouvée à moitié nue, elle ne porte que son soutien-gorge, son t-shirt attache ses mains, elle est recouverte de sang et elle a perdu les 3/4 de son sang au moment où elle est retrouvée. Ils préviennent le policier Joseph Walsh. Elle sera transportée au Metropolitan Hospital à 2h08 du matin. Elle a de nombreuses blessures, une double fracture cérébrale, des hématomes à la tête, aux bras, aux jambes, à la poitrine ainsi que des griffures. Elle est inidentifiable et est plongée 12 jours dans le coma. Quand elle sortira au bout de cette semaine, elle ne sait plus marcher, ni lire ou parler. À 22h30 le 19 avril, 2 policiers arrêtent un maximum de jeunes, dont Kevin Richardson et Raymond Santana. C'est Raymond Santana qui citera le nom d'environ une trentaine de jeunes. Ils seront arrêtés pour des faits mineurs jusqu'à la découverte du corps de Trisha Meili. Le lendemain reviendront Youssef Salem, Anton McCrae et Corey Wise qui a accompagné Youssef Salem. Les jeunes seront donc interrogés sans pouvoir dormir, sans pouvoir manger, boire, en étant insultés, en étant frappés, en étant menacés. On leur promet de rentrer chez eux s'ils disent qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. On leur dit qu'un tel les a déjà dénoncés, qu'ils devraient dénoncer la personne qui les ont dénoncés. On leur dit tu as violé la joggeuse, tu as fait ça, avec qui tu étais, combien vous étiez. Enfin bref, toutes les méthodes sont bonnes pour avoir des aveux et ils récolteront 4 aveux. Kevin Richardson dira qu'il a eu sa blessure à l'œil parce qu'il a attaqué la joggeuse avec une pierre.
Corey Wise dira que c'est son premier viol. Anton McCrae dira qu'il a frappé la joggeuse. Raymond Santana dira qu'Anton lui a enlevé ses vêtements et que Thomas Lopez, un autre des jeunes arrêtés, lui tenait les bras. Il avouera lui avoir touché les seins. Bien sûr, il faut retenir que tous les aveux ont été enregistrés sous la pression, sous les paroles des policiers, leur disant si tu dis ceci, tu vas rentrer chez toi. Si tu accuses l'un, tu rentreras chez toi. Il y en a déjà un qui t'a accusé, donc ça sert à rien de mentir. Et on sait que c'est toi, on a des preuves contre toi, alors que clairement ils avaient rien contre eux. Mais la procureure de l'époque, Linda Fairstein, veut absolument que dans ce groupe de 20 jeunes, il y ait des jeunes arrêtés et est prête à tout pour que ces jeunes soient arrêtés. Youssef Salam, quant à lui, ne dira rien sous les conseils de sa maman, Sharon, qui a dû lutter pour pouvoir voir son fils et jouer sur le fait que c'était un adolescent, un mineur, et qu'il n'avait pas à être sans avocat. Et ce qui était le cas, en fait, tous les adolescents, tous les jeunes ont fait des aveux en étant sans avocat. Après la comparaison des différents aveux, il est prouvé que certains détails ne coïncident pas. Anton McCrae dit que la joggeuse portait un short bleu. Or, la joggeuse portait un pantalon de course noir. Il affirme donc qu'elle courait autour du réservoir. Or, elle a été agressée plusieurs mètres plus loin. Corey Wise déclare que la blessure à la tête vient d'une agression au couteau, mais est rappelée par l'inspectrice en lui disant que Kevin Richardson a dit qu'il s'agissait d'un coup donné avec une pierre. Les noms sont donc communiqués. Raymond Santana, âgé de 15 ans, Kevin Richardson, âgé de 14 ans, Steve Lopez, âgé de 14 ans également, Anton McCrae, âgé de 15 ans, Youssef Salam, âgé de 15 ans, Corey Wise, âgé de 16 ans, et Clarence Thomas, âgé de 14 ans. Néanmoins, Steve Lopez et Clarence Thomas ne seront pas inculpés. Le 16 juillet 1990 débute le procès de Youssef Salam, Anton McCrae et Raymond Santana. Lors de ce premier procès, ils ne seront pas inculpés de tentative d'assassinat, mais seront inculpés d'agression, de viol, d'émeute et de vol. Ils seront donc inculpés le 18 août 1990 et seront condamnés de 5 à 10 ans dans un centre correctionnel pour jeunes. Le procès de Corey Wise et Kevin Richardson suit le procès de Anton McCrae, Raymond Santana et Youssef Salam, et ils seront inculpés pour les mêmes chefs d'accusation. Corey Wise dira lors du jugement: « Vous allez payer, Dieu vous voit, vous avez tout fabriqué. » Ayant 16 ans, il sera inculpé dans une prison pour adultes. En 2002, soit 13 ans après les faits, Matthias Reis, j'écrirai comment ça s'écrit ici, déclara qu'il est le seul et unique agresseur de Trisha Meili. Les traces d'ADN retrouvées sur une chaussette, il me semble que c'était une chaussette, correspondent à l'ADN de Matthias Reis. L'enquête est donc réouverte. Cela entraîne l'interrogation de 2 des condamnés, d'une douzaine de témoins et des policiers qui enquêtaient à cette époque. Alors qu'ils étaient censés attaquer la joggeuse, ils avaient été aperçus dans un groupe de jeunes à un autre endroit. Matthias Reis, qui à cette époque est déjà connu des services de police pour 8 viols, dont une accusation 2 jours avant les faits, est interpellé par 2 policiers, puis il le laisse partir après qu'il ait nié avoir vu quelque chose.
Il faudra attendre 10 ans pour que les 5 de Central Park reçoivent entre 7,125 et 12,25 millions de dollars. Ce qui, soyons honnêtes, n'effacera pas toutes les années qu'ils ont passées en prison. En conclusion, pour moi, dans cette affaire, il y a plusieurs coupables. Déjà, Matthias Reis qui a volé la vie de Trisha Meili et Lydia Feinstein et son équipe qui, à l'époque, ont très mal pris en charge cette affaire. Il y a 6 victimes. Les 5 de Central Park qui ont vu 10 à 13 ans de leur vie gâchés en prison, alors qu'ils n'étaient que des adolescents. Et Trisha Meili qui a vu sa vie gâchée. Voilà. Ce qui m'intéresse, il y a plusieurs offres que je vais vous mettre juste ici qui parlent de cette affaire. J'espère que ce genre de vidéo vous intéresse. Si vous voulez débattre dans les commentaires ou me dire si j'ai oublié des détails ou si je me suis trompée dans certaines choses, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Soyez toujours quand même un minimum respectueux, je suis pas un chien. Et voilà, c'est tout. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.